On m'entend et on doit t'entendre aussi, mon cher Quenty. C'est moi, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, on est hyper Comment ça, corpo. comment ça va depuis 1 heure? Et oui, en effet, on sort. Quoi, ça fait 1 heure à peine qu'on est sorti, même plus, ouais, un peu plus quand même. 1 heure et demie Un qu'on est peu plus, ça sorti fait de une heure, ouais. la séance de Nope. No. Le dernier film de Jordan Peele sorti bah, là, ce mercredi-là ou le mercredi d'avant, je sais même pas. J'ai mal fait mes devoirs. Le beau Mais Jordan. le beau Jordan Peele, comme on dit. Bon, on va pas tergiverser, on va pas passer autour. Enfin, c'est tourner autour du pot, comme on dit. Comment t'as trouvé le film? Moi, en vrai, j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé. Euh, je vais commencer par les acteurs, tu vois, que j'ai vraiment bien kiffé. Ouais. Daniel Kaluuya, qui est une légende pour moi. Comment ça se prononce exactement? Daniel Kaluuya, je crois. Kadouya? Ok. Kaluuya, c'est un L. Kaluya, ok, ouais. Kaluuya. Daniel Kaluuya. Alors, fun fact sur ce Ah jeune oui, homme. on commence tout de suite avec une fun fact. Bienvenue sur les planches, les amis. Mais non, mais parce qu'en fait, j'étais chez moi, et tu sais, je t'ai dit récemment, je me suis retapé les trois Johnny English. Ouais. Et ben, il est dans le 2. Ah, sérieusement, j'allais dire, il est dans le Ouais, 1, ouais, c'est ça. il est dans le 2, et genre, en fait, je lance le deuxième Johnny English, et il présente un nouveau personnage, je me retourne, et je vois un jeune Daniel Kaluuya, avant qu'il pop, et j'étais là, genre, quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Et bon, il est pas ouf hein, dans Johnny English, je veux pas te mentir. Mais depuis, j'adore vraiment son taf. Moi, je J'adore l'ai vraiment. découvert avec l'épisode des vélos dans Black Mirror. J'ai découvert dans cet Ah épisode-là. oui, oui, oui. Excellent épisode. En fait, j'ai commencé Black Mirror avec cet épisode-là, vu qu'on n'est pas obligé de suivre chaque épisode, c'est chacun sa Oui. propre timeline. J'ai découvert ça, j'ai vu le beau Danny, et j'ai fait waouh! Déjà, l'acteur est bon, l'épisode est bon aussi. J'ai voulu voir la suite. À l'époque, je connaissais pas, je me suis dit, putain, j'espère en voir d'autres des épisodes avec lui, mais non. C'est les Non, non, épisodes c'est où ça, les ouais. acteurs ne reviennent pas. Donc, franchement, c'était trop cool. Ouais, mais Euh, il y avait Black Mirror, il y avait Get Out aussi que j'ai vu qui est super. En effet. Et En là, il effet. y a Bah, je suis en deux. train de voir sa filmo. Il a joué aussi dans le Black Panther. J'ai complètement oublié. Oui, c'est vrai qu'il a fait Black Panther Il a aussi, joué oui. dans Sicario. Ok. Peut-être pas un gros. Quoi? Ouais, 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 il est dans Sicario, je vois là actuellement. Mais non. Et ouais, il joue Reggie Wayne. Et en plus de ça, il est à côté de Josh Brolin et Benicio del Toro. Donc je pense qu'il joue Ah un. ouais? Mais oui. Mais Il faut que je oui. revoie Sicario, attends. Il joue l'un des membres des flics dans les 4x4. Je me rappelle de lui sur l'autoroute. La scène d'autoroute, tu te rappelles? Ah ouais, c'est bon, je vois, ouais. Et ben oui, putain, et je ne le reconnaissais pas. Il joue dans Kick-Ass 2. Enfin bref, ce gars-là est bon. Et Ouais, dans ouais, ce ouais. film-là, bah, je te laisse continuer, il est très bon également. Ouais, parce que je vais peut-être éviter de partir sur des. Je vais peut-être éviter de dériver un peu trop dans ce que je dis, mais ouais, ouais. Oui. Dans Get Out, alors moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que bon, déjà, le mec c'est joué, ça y a pas de doute, mais c'est le changement sur son jeu d'acteur d'habitude et sur son personnage Mm. d'habitude. Parce que là, il joue un mec beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, un peu taiseux, hein, parce qu'il a quand même des répliques, mais un peu taiseux. Mhm. Euh, et son jeu d'acteur colle très très bien. Je pensais que ça allait pas trop le faire. Je pensais qu'il ça aurait peut-être été un peu trop plat. Et en fait, non. Il a très bien su le jouer et j'ai vraiment bien aimé. Je suis d'accord Euh, avec Kiki toi. Palmer, Kiki Palmer qui joue, qui est sa sœur C'est dans ça. le film, qui elle aussi incroyable dans le film. Et ben je n'ai jamais vu Kiki Palmer avant. Je n'ai C'est jamais vu. c'est une super actrice. Alors, en plus, récemment, elle a extrêmement explosé Oui. parce elle était beaucoup moins connue avant. Et je pense que je sais plus si c'est grâce à Nope ou si c'est à cause d'une série qu'elle a fait ou d'un autre film, je sais pas. Mais euh, elle est vraiment très 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 douée et incroyable dans Nope. Je la vois beaucoup dans le Euh, doublage là. Elle a fait doubler dans l'âge de glace et dernièrement dans le Buzz de Claire. ah oui, j'ai pas vu le dernier Buzz éclair. Mais donc les deux sont très très bien et on en discutait en sortant. Ouais, la relation entre les deux est vraiment Elle est bien vraiment bien cool, hein. traitée et bien jouée. Elle est Ouais, on bien y croit jouée. vraiment à fond. Ah Ouais. mais c'est ça, à la fin, bah, en plus ça, le film, on en parlera après, mais il y a quelques touches d'humour, où des fois il y a des petits passages où je fais, ok, c'est drôle, parce que la situation Ouais. l'oblige, mais les deux frères et sœurs, alors, il y a une tragédie qui arrive en début de film, sans spoil, hein, mais qui en fait va rendre le personnage de Daniel Kaluuya beaucoup plus morose, encore plus taiseux qu'il était déjà. Et en fait, bah, du coup, même avec ça, la relation frère-sœur est extrêmement bonne. Il y a les regards surtout. Il y a beaucoup de regards. Il y a beaucoup de fois où, en fait, bah, vu qu'ils sont dans une plaine, comment on appelle ça, une vallée. Oui, ils sont dans une espèce de petite Et ouais. vallée. Et en fait, du coup, ils sont assez loin l'un de l'autre.
Et les plans que le réalisateur fait, ils sont assez proches des visages, mais les regards en fait sont vraiment bien dirigés et c'est super cool parce que de loin, ils se voient extrêmement bien et ils s'entendent extrêmement bien aussi. Il y a de l'écho tout le long. Moi, je me Oui, suis c'est dit, vrai. est-ce que c'est vraiment possible ça? Mais bon, ça, c'est autre chose. J'enchaîne, il y a également Steven Steven Yeun, ouais, qui joue Jupe. Dupe, et qui est que je sais pas, j'arrivais pas à mettre la gueule qui c'était, et c'est en fin de film que je me suis dit putain, c'est Glenn de The Walking Dead. Ah, mais Euh, j'ai pas vu The Walking Dead, moi. et du coup, bah, c'est un très bon personnage de The Walking Dead, et Ok. du coup, j'ai remarqué, j'ai vu ça. Ensuite de ça, il y a le dernier acteur qu'on peut parler, c'est Brandon Pera, je sais pas, le gars qui joue Angel là, Angel. celui qui installe les caméras. Ouais. Tout le long, je me suis dit putain, on dirait un Dave Franco de l'Ouest. Est-ce que tu avais la même idée ou pas? Pour moi, Euh, j'arrivais à non, voir Dave Franco, moi. non, parce que moi, en vrai, au début, quand il est arrivé, je vais pas te mentir, je me suis dit, ouh putain, toi, je sais pas où tu vas avec ton personnage, mais je vais pas l'aimer. Au départ, j'aimais pas. Ah oui, bah je Euh, comprends. Moi, ça va parce que il m'a fait rire rapidement. ouais, c'est vrai qu'il est. Mais je suis d'accord avec toi, je comprends cette peur quand tu vois le personnage. Par rapport surtout aux trois autres déjà qu'on a présentés, hein, c'est-à-dire Ouais, ouais, Dupe, M et OJ. C'est clairement le personnage qui est à côté, on dirait que c'est le comic relief. Et là, tu fais ouf. Il y a un comic relief qui arrive dans ce genre de film, tu fais ok. Et en fait, bah, pas vraiment, pas du tout en fait. ouais, même pas du tout. C'est clairement le personnage va se mettre dedans et à la fin il est beaucoup plus agréable et parce qu'en fait il est la menace l'oblige à devenir à se calmer d'un côté en Ouais, fait. clairement. Et en fait, c'est ce qui l'a sauvé parce que c'est le personnage. euh, En fait, c'est peut-être ce qui aurait pu arriver de pire, c'est qu'en fait aucun personnage n'est un archétype vraiment, tu vois. Ils ont tous un peu des clichés, ils ont tous un peu des gimmicks, mais ils ne sont jamais poussés à l'extrême. Et c'était le risque qu'il y avait avec Angel au début, c'est que, comme tu as dit, que ce soit le comic relief. Au final, ça l'est pas. Et l'autre côté de son personnage, c'est qu'il aurait très bien pu être le personnage un peu fou de mec qui fait que les théories du complot, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il l'a pas été. Alors qu'il aurait très bien pu être le mec complètement fou, genre oui, attention, les aliens et tout. Et il l'a un peu fait parce qu'il, quand il installe les caméras, il dit ouais, mais vous savez, il nous cache des choses, Oui, il nous cache oui. plein de trucs et tout. Et il a failli partir dans cette voie un peu de théorie du complot. Et au final, il l'a pas été. Donc c'est ce qui l'a sauvé, c'est qu'en fait, c'est une balance parfaite entre le comic relief et la théorie du complot qui fait que c'était un personnage intéressant. Donc Je réponds. au départ, il était pas ouf, mais ouais, bien aimé à la fin. Je réponds à Keaton, oui, il est bien, Nope. On a passé un très bon moment. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, là, on est sur les personnages, mais si on doit résumer sans spoil, les personnages sont très bien dosés, en fait. On a eu une peur sur l'un d'eux, tu verras, et en fait, clairement, il s'améliore en fait, au fur et à mesure du film, et ça se balance. Et c'est vraiment bon, le jeu est très bon aussi, la relation frère-sœur, je le répète, parce que je sais pas si c'était là, Keaton, est excellente aussi. Et Ouais. ensuite de ça, bah, l'histoire en elle-même, elle est simple, et c'est le pitch même du film. Le pitch même du film, je sais pas si t'as envie de le savoir, Keaton, je vais pas le dire au cas où, mais bon, tu l'as toi, Quentin. C'est clairement simple, ça tient sur un bout de papier. Ouais. Mais qui donc a vu Us ou Get Out? Ce qui est bien, c'est que toi, t'as vu Get Out, j'ai vu Us, c'est ça? Mhm. Et clairement, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, en ayant vu Us, j'ai totalement retrouvé. Salut Lucry, j'ai totalement retrouvé la patte du Lucry. réal, alors qu'elle est pas. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est pas hyper. Elle est pas très bien marquée dans l'image, mais par contre, dans l'ambiance, dans le choix des acteurs et surtout l'histoire, le scénario principalement, franchement, c'est du Jordan Peele tout craché et je trouve ça très agréable pour le film. Je peux pas Ouais. trop spoiler parce qu'en fait l'histoire se base sur. Bah, même dès le début, faut pas spoiler parce qu'il faut rentrer dans le dedans. Et le réal te met un truc devant la gueule et il te fait voilà, accepte-le et viens avec moi. Et du coup, oui, tu l'acceptes parce que les personnages eux-mêmes cherchent des réponses. Donc en vrai, ça avance bien, c'est assez cool. Et je trouve que Jordan Peele se débrouille extrêmement bien. Je suis en train de checker en même temps de voir ce qu'a fait Jordan Peele parce que je sais pas s'il a fait ces trois films parce que du coup j'en connais que trois. C'est que trois films. Get Out, c'était le premier. Ok, d'accord. Et ben franchement, Get le Out, c'était le gars, premier. il s'en sort extrêmement bien. Bah, ce qui est Et en plus. c'était un acteur de base? Je sais plus. Alors, à la base, en fait, c'est aussi pour ça que c'était un aussi gros succès, c'est que Jordan Peele était connu à la base pour sa série sur Comedy Central avec Keegan-Michael Key, Mhm. où ils étaient un duo qui s'appelle Key and Peele. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un duo comique. Ils ont fait des tonnes et des tonnes de sketchs qui sont tous excellents.
Notamment ce qui a été leur plus connu, c'est le traducteur de colère d'Obama. En fait, ils ont imaginé un discours d'Obama et à côté de lui, un mec qui répète ce que Obama dit, mais en mode vénère. Et genre, il finit par gueuler sur les gens, et ça a tellement bien marché que Keegan-Michael Key, qui interprète le traducteur, s'est retrouvé à la Maison Blanche avec Obama pour faire un sketch où c'est du coup le vrai Obama qui parle et lui derrière et qui insulte les gens. Excellent, à la base, ça excellent. avait commencé comme ça, et c'est pour ça qu'en fait, quand il a sorti son premier film, tout le monde a été extrêmement étonné de voir que c'est un film d'horreur, parce que tout le monde pensait que une comédie, c'était une comédie. Alors après, il faut vérifier, parce que je ne sais plus. Il y a eu un autre film qui a été fait avant, mais je ne sais pas s'il est réalisé par Jordan Peele, qui était une comédie avec Keegan-Michael Key. Ça, il faut que je vérifie si c'est lui qui l'a réalisé ou pas. Mais il me semble que le premier film de Jordan Peele, c'était Get Out, et ça a extrêmement bien marché parce que en fait, il sait ce qu'il fait. Ça se voit que c'est un amoureux du cinéma. Jordan Peele, il sait ce qu'il fait. Alors après, ses influences, il les cache pas. Hein. Il y a plein de. Quand tu regardes le film, tu vois t'as des retours de plein de films d'horreur qui l'ont marqué, et c'est une bonne chose d'ailleurs. J'ai retrouvé le film, il s'appelle Kinu et il n'est pas réalisé par Jordan Peele, il est réalisé par Peter Atencio. Et en effet, dedans, il y a bien Keegan-Michael Key, Jordan Peele lui-même qui joue. Oh oui, il joue doublé dedans, ouais. Mais en fait, c'est le seul film comique, enfin, c'est pas le seul film qu'ils ont joué, mais les seuls films que Jordan Peele a fait, c'est les films d'horreur. Ça va et toi, Lucry? Ça va très très bien, Lucry, merci. Il a également travaillé dans l'équipe de Black Clansman, je sais pas si t'avais vu de Spike Lee. Non, je l'ai pas vu. Bon, mais du coup, tout ça pour dire Get Out. Putain, Get Out. Non, tu vois, je m'en mets les pinceaux. Enfin, bon, et. Nope. Non, Nope. Vraiment très très bien. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est que non seulement il t'emmène dans son délire, et en fait, il faut se mettre en tête que oui, c'est un film d'horreur, et encore. C'est plutôt épouvante. C'est un peu épouvante aussi. Hein. C'est pas de l'horreur, c'est de l'épouvante à fond. Et ça que je trouve cool. À toutes. Oui, c'est cool. En fait, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que le film te dit dès le départ, tu vas voir, c'est débile. Parce qu'en vrai, quand tu y réfléchis, c'est débile. Oui. Imagine, c'est juste l'histoire, c'est juste. Enfin, je vais pas le spoil, mais parce qu'il y a Keaton qui veut voir le film, mais c'est complètement débile. En fait, sans mais spoil, c'est tellement bien foutu que t'as aucun mal à y croire et t'as aucun mal à l'accepter. En fait, je crois que j'ai trouvé un moyen de le dire sans le spoiler, c'est qu'en fait, ils réalisent des actions qu'on ne ferait jamais. Ouais. Pour en plus quelque chose de pas assez important. Je suis désolé, mais leur objectif final est de se faire de la thune. Et clairement, c'est très peu mis en avant, cet objectif. Et à la fin, pas une seule seconde, je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi vous faites ça, les gars, cassez-vous. Non, parce que t'es avec eux et t'as envie d'aller plus loin et tu te dis, ils ont leur objectif, même s'il est très fragile. Et c'est peut-être, en vrai, si on y réfléchit, c'est à la fois, on pourrait dire que ça serait le point faible du film, mais la réalisation, le rythme et les acteurs sont tellement bons que t'es là à te dire, bah en fait, non, c'est pas grave, on y va et je vais kiffer. Et c'est ce qui se passe, tu kiffes le film, tu passes un très bon moment, et à la fin, quand tu te poses, tu te dis, ça aurait dû se barrer dès le début. Enfin, c'est ça. Et plusieurs fois dans le film, ça arrive, hein, surtout la sœur M, donc Kiki Palmer, qui lui a, et qui dit plusieurs fois, je me casse, on se casse maintenant, et l'autre lui a juste un nope. Et elle reste, et tu fais, bon. Après, tu peux te poser des questions, tu fais, bon, ok. Mais j'en reviens à dire que oui, le film est bien construit, bien foutu, t'as une bonne montée en pression, c'est bien écrit également. Franchement, il y a des beaux plans également. Moi, je pense surtout sans spoil au plan de fin où tu sais l'arche avec écrit au lointain avec la fumée. Ça, et ben, je trouve que ce plan est magnifique. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont très bonnes dans ce film. Donc, j'ai hâte de voir Get Out parce que. Et c'est aussi le plan final. Ça, c'est un truc qu'il faut noter parce que c'est le genre de détail. Parce que là, en fait, on est un peu obligé de parler vraiment en surface du truc. On peut pas trop rentrer dedans pour pas spoil. Donc il y a plein de trucs qu'on ne peut pas dire, mais s'il y a un truc que je veux dire, c'est ça, c'est le plan de fin fait écho à une histoire qu'on te raconte au début du film, qui est ça c'est pas un spoil, mais qui est l'histoire de l'arrière grand-père des deux protagonistes. Parce que dans le film, tu apprends que la première
la première utilisation d'images en mouvement était d'un homme noir sur un cheval, et ils te disent dans le film, oui, c'était notre arrière-grand-père, et le plan final fait écho à ça, justement. Ouais. Et c'est très cool, ça fait une bonne boucle et tu vois que le réal il a réfléchi son film et qu'au moins il a fait un truc. C'est bien, c'est clairement bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de ça? Il y Sûrement a, des trucs intéressants, sans doute. Ouais, sûrement. Non, mais franchement, vous allez voir le. On va bientôt passer à un autre film, mais clairement, la menace est également prise d'une manière qui est très intéressante. On en a parlé également. Tu le vois venir, tu fais ah, ok, c'est ça. Ils vont plus loin, ils changent un peu la chose, ce qui est intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, Complètement. Oui, mais clairement, c'était agréable et puis ça avance et tu suis. En vrai, j'ai pas grand oui. chose d'autre à dire de Nope, hein, je conseille clairement. Et Keaton, j'ai hâte de voir un peu ce que tu vas en penser. Bah, pour pas spoiler, ouais, on va en rester là, je pense. Ouais. C'est dommage parce Il qu'il y y a, a il y a plein, quand il y a même. plein de trucs à dire. Il y a Donc j'ai hâte que énormément de tu choses à dire. vois Keaton, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire. Surtout en fait, surtout en termes de technique, en termes de technique, en termes vraiment de plan, de cam et tout, il y a plein de trucs à dire, mais aussi en termes Est-ce que, d'écriture, il y a plein de trucs à dire. est-ce que tu Ça, as vraiment, vu ça. La guerre des mondes de Spielberg? Il y a très longtemps, ouais, Eh avec ben. Tom Crozier, Avec Tom Croisière, en effet. avec Thomas Crozier. Thomas Croisière, ce que je veux dire. Perso, j'ai vu Us et Get Out et j'avais surkiffé. Et bah voilà. Bah en vrai, tu vas kiffer parce que c'est le même gars et tu le sens et c'est très cool. Bah, tu m'étonnes. En vrai, moi, j'ai dit à Max, enfin à Kozak, ce que je lui ai dit déjà par message, j'ai fait en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un dérivé de la guerre des mondes bah, à la sauce de Jordan Peele, au jus d'homme de Jordan Peele, et clairement, c'était super bien parce que c'est filmé de manière très souvent à hauteur d'homme, je trouvais. Je sais pas si, peut-être que j'ai pas de bons souvenirs, mais ça fait qu'une heure et demie, hein. Mais c'est souvent filmé au sol, vers le ciel, ce qui était très agréable en termes juste de grandeur de la menace, tout ça. C'était assez cool. Et Ouais, c'est vrai qu'il y avait un sens de la démesure qui était très bien. exactement, j'avais pas le mot, mais c'est ça, c'est un sens de la mesure qui est très bien foutu et surtout qui habille l'image, qui était super agréable à voir. Et ben, tu sais quoi, moi ça me fait énormément penser à Denis Villeneuve. Parce que je sais Oui, First Contact, c'est ça? ouais, on en avait déjà parlé. Un truc que je t'avais dit, parce qu'on en avait parlé quand on était allé voir Dune, Mhm. c'était que moi, ce que j'adore chez Villeneuve, dans tous ses films, c'est son sens de la démesure. Alors après, j'ai pas vu ses premiers films, je sais pas si c'est le cas aussi, Mhm. mais dans Premier Contact, dans Blade Runner 2049 et dans Dune, Denis Villeneuve sait faire des gros trucs. Et quand il a un gros truc à te montrer, putain, tu le sens que le truc il est gros, hein. Il a vraiment un sens de la démesure qui est incroyable. Et surtout dans le dernier quart d'heure du film, dans les dernières 20 minutes, on va dire, de Nope, j'ai retrouvé ce sens-là de la démesure extrêmement maîtrisé sur la façon dont il approchait le monstre, en fait. Bien sûr. Qui était vraiment très très cool. Et ça m'a fait beaucoup penser à Villeneuve, et donc je me demande si ça n'a pas été une inspi pour lui, peut-être. Faudrait lui demander. Je lui en demanderai la prochaine fois que je le croise, le petit Jordan. Bah, en plus de ça, on boit un verre demain avec lui, donc on en parlera. Bah oui, on discutera. En plus de ça, tu fais bien d'en parler parce que j'ai complètement oublié de mettre l'affiche de Nope également. Je l'avais téléchargée pour vous la faire apparaître. Il s'agirait quand même de faire son travail. Ouais, ouais, ouais. La voici, l'affiche de Nope qui franchement est très belle avec ce bleu. Parce que le bleu, est-ce qu'il y avait Non, la nuit était très bien filmée également. La Euh, nuit était très bien filmée. la nuit était très bien filmée, c'était très agréable, et puis surtout les lumières aussi avec cette espèce de manoir, parce que tout se passe dans une espèce de vallée de. Je sais pas, on peut pas dire que c'est une vallée, mais plutôt une crevasse ou je sais même pas comment on dit Si, ça. c'est une vallée. Si, c'est une vallée. C'est une vallée, voilà, et bah disons que c'est une Oui. vallée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la maison aussi. Les plans de la maison entière Oui. sont très 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 beaux. Vu de l'extérieur, quand tu vois de l'extérieur la maison, c'est vraiment cool. Surtout le plan de. Je vais juste dire ça, le plan du sang. Oui, le plan du sang est magnifique. Oui, je suis Ouais, d'accord ça. avec toi, le plan du sang, c'était vraiment un banger en termes juste d'image, et surtout toute la scène, en vrai, la scène entière est très bonne, hein. Ouais, ouais. Ce qui est bien que tu parlais de Denis Villeneuve, parce que je pense que je vais enchaîner avec lui. J'ai Ouais, je suis un vu. professionnel ou pas? T'es si bon, putain, incroyable. Je vais enchaîner, et en plus, c'est cool, c'est que c'est l'un de ses premiers films, c'est son troisième. Et je vous mets l'affiche de Incendie. Incendie qui est juste ici. C'est un film qui est sorti en. Doucement. Ah, petit drôle. C'est un film qui est sorti en 2010. Donc, moi qui pensais. En fait, je suis allé le voir au cinéma des cinéastes. Qui est dans le 17ème, qui est une scène qui prend la carte pâtée, ouais, je te le dis pour toi.
Oh putain, oui, bien. Et ça, c'est cool. Et clairement, on est sur du incendie qui est clairement dans l'inverse de la démesure. Et ça, c'était super cool à voir. Et en vrai, il y a quelques plans qui te font penser que le gars il partira dans la démesure, en particulier dans les plans de ville, où la ville est extrêmement filmée en longueur dans les grandes rues, et en même temps avec des panoramas qui prennent tout l'espace derrière. Donc en vrai, je vais en parler. Incendie, de quoi ça parle? Et ben en fait, ça parle donc, encore une fois, on repart sur un frère et une sœur qui, en début de film, ont une tragédie, perdent quelqu'un de proche et se Ok. retrouvent à. Comment on peut dire ça? Ah ouais, en fait, j'ai pas le mot. À suivre les indices que. Je vais le dire parce que c'est dans les premières minutes du film, que leur mère a laissé avant de mourir dans son testament. Donc, dans son testament, la mère dit voilà, il y a 2 lettres, une enveloppe pour votre père et une enveloppe pour votre frère. Et ils font d'accord, notre père est mort à notre naissance et notre frère, on n'a jamais eu d'autre frère. Donc t'es en mode ok, et ses frères et sœurs vont se retrouver à essayer de retrouver ces personnes-là. Et ça va être juste une chasse au trésor très longue et en même temps une découverte de leur propre vie. Donc ce côté frère et sœur est également extrêmement bien foutu. Pareil, tu t'y crois à mort. C'est 2 Canadiens enfin deux Québécois, je ne pourrais même pas te dire exactement mais ils parlent français québécois. Et tout le long, en fait, tu vas les suivre, avancer dans cette histoire-là et voyager particulièrement dans un pays. Je n'ai plus exactement le nom du pays, c'est au Moyen-Orient. Il n'y a pas le nom du pays exactement. Je suis en train de vérifier dans le pitch. Non, il y a pas. Ils partent juste au Moyen-Orient, dans le pays où leur mère a passé du temps. Et ils vont découvrir plein de choses sur leur vie. Et voilà, c'est pas drôle. Le film est extrêmement beau, pas aussi, je dirais pas aussi beau. Alors attention, c'est subjectif tout ce que je dis, hein, pas aussi beau que les derniers films qu'il a fait. C'est-à-dire que du Sicario oublie ce que je viens de dire, oublie Sicario plutôt que du Blade Runner ou avec une esthétique style Blade Runner, Dune ou le dernier c'est celui que t'en as parlé, Premier contact. Premier Contact, parfait. Loin de cette esthétique-là, plus style Sicario, avec une caméra beaucoup plus collée aux gens, beaucoup plus au niveau d'homme, au niveau des yeux, quoi. Et tu te retrouves vraiment à suivre leur aventure et leur enquête avec eux, et t'es tout aussi perdu qu'eux, et les plot twists vont tout autant te chambouler qu'eux. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc Villeneuve, j'ai été très 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 agréablement surpris. Le duo d'acteurs, il est joué par Lumia Azabal et Maxime Godet. Voilà, Maxime Godet, je connaissais, mais par contre, Lumia, je ne le connaissais pas du tout. Et non, c'est pas du tout Lumna, c'est Mélissa Desormeaux-Poulain. Voilà, bienvenue dans le nom d'une personne qui a 4 noms. Et qui joue en fait voilà, les frères et sœurs Marwan, qui vont essayer de savoir qu'est-ce qu'a fait leur mère avant en fait. Donc ils vont apprendre énormément de choses et savoir qu'en fait leur mère leur a caché énormément de choses. Donc clairement c'est un film où là, franchement on peut pas spoiler évidemment, je ne le ferai pas parce que les plot twists sont beaucoup trop importants pour ça. C'est un film qui va te prendre au trip. Tu vas les suivre et au début par contre il y a un truc, je l'ai vu en VO. Oui. Et le seul problème qu'il y a eu en termes de français québécois, c'est que des fois tu comprends pas ce qu'il disait. Et là, j'aurais bien voulu un petit sous-titre en dessous, parce que des fois, au début, franchement, la première demi-heure du film est entièrement en français québécois, Ouais. et en une demi-heure, je prends large, hein, c'est peut-être moi. Et du coup, t'es en mode. Alors, Chris, je pense que ça veut dire merde, mais Ouais, non, c'est pas une insulte, mais c'est un peu une. Oui, c'est un gros mot, quoi. c'est un gros mot. Tu peux l'utiliser pour tellement de trucs. Mais je l'ai compris parce que l'acteur Maxime Godet gueule quand il dit ça, donc tu te dis ok, c'est pas cool, tu vois. Mais t'es en mode bon, il y avait juste ça. Mais passer en fait ce passage de début de film où t'as un peu du mal à comprendre si t'es pas familier avec l'accent québécois, Ouais. clairement tu vas être dedans et tu vas te prendre des claques à chaque fois que les frères et sœurs vont avancer dans l'histoire. Ok, ouais, je vois. Donc attention au rythme, parfois j'ai trouvé assez lent. Tout dépend si. En fait, tout dépend, c'est encore subjectif. C'est si tu aimes, tu vas passer un très bon moment parce que le rythme, tu vas te dire qu'il joue énormément avec l'ambiance du film et avec ce côté très chaleur du Moyen-Orient, très désertique parce qu'il y a pas mal de fois où il marche. Donc vraiment, tu vas le sentir avec. Mais parfois, je trouvais ça un peu lent en mode ah les gars, avancez. Genre avancez. Surtout en fin de film où tu vas commencer à te dire
ok, je commence à comprendre ce qui se passe, mais le film continue à être lent, et du coup, t'es en mode. C'est un peu difficile quand le spectateur commence à voir la suite et que les personnages, eux, non. Et t'es en mode. Ah, allez, avancez. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois, pour une scène en particulier, et la scène suivante a été juste gigantesque. Et vraiment, en termes de jeu, tout ça, elle était vraiment très bonne. Donc, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Incendie, je vous le conseille clairement parce que c'est un film qu'il faut voir, il faut pas raconter. Ouais, je vais. C'est un film avec une ambiance. Est-ce que c'est le meilleur film de l'année? Clairement pas. Est-ce que le plot twist il va te retourner le fiac? Sûrement si tu t'y attends pas, mais je trouve qu'en fait c'est cette fin où à la fin tu te dis ok je le sais maintenant, je commence à comprendre les choses, ce qui fait que le plot twist perd en intensité. Tu sais, comme D'accord. je viens de te dire, c'est ça. Mais ça bon, faut comprendre avec ça. Donc je conseille clairement Incendie. Et voilà, c'est du bon Villeneuve. Et j'ai découvert que c'était pas son premier film. Je pensais voir son premier film, mais clairement pas. Il en a fait deux autres avant, Non, qui se passent il en a également fait dans le 3. Québec. Il Donc en a fait 3 avant, voilà. trois avant, j'ai vu deux moi. Je voulais pas te le dire, mais bon, voilà, tu m'as obligé. T'as vu, t'as faux. Ah non, il en a fait 3 parce que son premier date de 98 et il s'appelle Un 32 août sur Terre. Ah ok bah voilà, c'est ça que j'avais pas vu celui-là. Donc voilà, très bon, très très bon. Je vais lâcher quoi d'autre. En vrai, t'as vu Le Bon, la Beauté et le Tréant ou pas? Non, ça fait partie des classiques qu'il faut que je regarde. T'as vu Rush de Ron Howard ou pas? Non plus. Bon bah je vais vite passer sur eux et on va faire. Je vais faire je pense Rush et Prey et ensuite on fera Hit parce que Hit on a pas mal de choses à dire. C'est comme tu veux, moi de toute façon je peux t'écouter parler pendant des heures. Si tu veux, tu peux même lire le manuel, le mode d'emploi de mon micro-ondes. Je t'écouterai parce que tu as une belle voix. Bah, c'est très gentil, je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné, je bande un peu, mais je le dirai pas. Je rougis un peu. J'enchaîne sur Prey qui allie clairement la pire des affiches de films qu'on va parler aujourd'hui. Enfin, l'affiche. L'affiche est moche. Elle est sur le stream Oh actuellement. bordel de merde! Elle est pas belle. Elle est très moche. Prey, J'en c'est avais quoi? vu une autre, c'est pas la seule, j'en avais vu une autre quand Il même. y en a d'autres évidemment, mais c'est celle qui sort actuellement en salle de cinéma, qui est au-dessus des petites salles de cinéma. Et tu fais non. Alors, ce qui est marrant, c'est que. Moi, c'est un truc qui me fait assez rire, c'est que il est disponible aux États-Unis, mais uniquement sur Hulu. Ouais. Alors que ici, il sort en cinéma. C'est un truc qui est quand même assez ouf. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi. Bon, Bah, parce qu'en fait, il y a pas Hulu en France déjà de base. déjà de base. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas trouvé un autre moyen de le faire passer en streaming. Parce Pour moi, j'ai pas vu Prey au cinéma en vrai. Hein. Je suis en train de checker. Je vois pas Prey au cinéma. Pour moi, il est sorti il est sorti qu'en téléchargement. Ah, ok, ça va alors. Parce que j'ai cru que t'avais dit Moi, je que ne l'ai tu l'avais vu qu'en au cinéma, c'est pour ça téléchargement. que j'ai bugué. Ok, pardon. Non, j'ai cru que t'avais dit que tu l'avais vu au cinéma, du coup, c'est pour ça ça m'a fait bugger. Non, non, c'est l'affiche qui sortirait s'il était au-dessus du cinéma. Ah, mais, d'accord. mais je me suis mal exprimé. Mais oui, en tout cas, moi, je l'ai vu en téléchargement illégal parce que j'avais pas payé pour ça. Non, tu l'as pas. Non, alors, non, t'es allé à ton vidéoclub de quartier. T'as loué Prey, et voilà, commence pas à dire des bêtises. Hein. Excusez-moi, non, je soutiens le cinéma. Clairement, Prey, c'est un film réalisé par Will Garber. Et pas du tout Noah Anderson. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Noah Anderson. C'est très bizarre parce que avant c'était écrit Noah. Bon, c'est pas grave. Et ce film-là, c'est quoi? C'est le dernier film de la franchise Predator. Predator, je les ai tous vus, officiellement. J'ai vu le premier avec le grand et beau Arnold. J'ai vu le second avec le moins beau, mais tout aussi grand. Ah putain, j'avais son nom. C'est J'en ai vu aucun, je peux pas t'aider là-dessus. Hein. Predator 2, c'est avec. Ah putain, et tu te dis, tu passes. Je vais te le dire. Il y a Danny Glover. C'est ça, c'est Danny Glover. Ok. Et tu joues en fait. Et du coup, tu passes de Arnold à Danny Glover. Tu fais. Ah. Bon, Ouais, ça fait mal. Hein. ça fait un peu mal, même si bon, le beau Danny, on est heureux de le voir. Et ensuite de ça, il y avait quoi? On avait eu Predators. Predators avec. Comment il s'appelle ce fou furieux là? Adrien Brody. Pareil, tu sais, tu te dis. Il manque toujours le côté des années 80 avec Arnold. Ensuite, j'ai vu les Aliens versus Predator. Oh les ai merde. vus. Apparemment, Et attention, le premier, c'est le meilleur des films du réalisateur de Paul. Oui, Paul W. Anderson, c'est ouais. clairement le meilleur des Paul Thomas Anderson. Pourquoi? Parce que Non, il non, laisse- non, 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 Paul W.S. Anderson. Paul Thomas Anderson, celui qui a fait Licorice Pizza. Ah oui, clairement pas, faut pas se confondre. On Non, fait du le respect. WS. Salut les gens. Salut, je suis un vrai bot. Et clairement, le Paul WS, il pue du cul, mais pour ce film-là, Alien vs Predator, eh ben tu rigoles. Et ça, franchement, c'est cool. Donc je conseille pour rigoler. Par contre, Prey, franchement, ça a été. Tu vas voir tu vas mater le film, tu vas le lancer sur ton vieux écran, là, dégueulasse. Tu vas le mater et tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Je ne sais pas. Bon, allons-y.
Le film, je l'ai quasiment oublié déjà, malheureusement. Mais il y a quelques scènes qui me restent en tête, et ça, pour un film de Predator, avec toutes les merdes qu'on a eu avant, t'es heureux, parce que le film se fait chier, le réal se fait chier à filmer quelques scènes, et particulièrement un combat avec le Predator, en plan séquence, qui est très agréable à regarder. Les combats, en tout cas, sont très aérés, énergiques, et ce qui fait que le Predator est clairement l'un des meilleurs Predators pour l'instant sortis. Attention, Predator, je parle du monstre, pas du film. Le monstre en soi est l'un des meilleurs spécimens qui a été montré au cinéma, ou en tout cas en film pour l'instant. Il est bestial, il fait peur. Quand je dis fait peur, il a un physique qui est très charismatique. Il a une bonne dégaine, et franchement, tu te dis, ok, j'ai envie de voir plus de ce Predator qui se bat face à des Comanches dans les années 1700. Donc Prey, je le conseillerais juste pour la bête en elle-même, pour le Predator plutôt. Sinon, le reste, il n'y a rien à voir, hein. Le reste, c'est pas très bien filmé, il n'y a aucun plan qui est mémorable. C'est fou parce que c'est des Comanches, ils sont chasseurs, ils sont vraiment bons dans la chasse. Enfin, c'est dit au début du film, je suis pas un expert des Comanches. Mais c'est dit au début du film qu'ils sont bons, et au milieu du film, vu que c'est une femme, tu sais, il y a ce côté-là en fait, que vu que c'est Ah une oui. femme, ils la rabaissent un peu, il y a cette misogynie dans le film, et tu te dis, ok, est-ce qu'il y en avait une dans la communauté des Comanches? Peut-être, je ne sais pas. Mais tu fais, ok, d'accord. Et surtout qu'en fait, il rabaisse le personnage principal, donc qui est une femme. Il rabaisse la femme en mode, oui, vas-y, va soigner les gens et va cueillir des plantes. Alors que clairement, au début, on nous la montre comme une chasseuse hors pair, une pisteuse de génie. Et tu fais, mais les gars, enfin, là, bah, prenez-la avec vous, en fait, elle est giga bonne. Et du coup, c'est juste parce que c'est une femme, et tu fais, bah, arrêtez d'être con. Pareil, il y a pas mal de fois où en fait les Comanches sont totalement débiles. Ils sont en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, avec juste une torche allumée. Et tu fais déjà, bon, déjà vous faites fuir tout ce qui est autour de vous, ce qui est débile. Mais aussi, ils parlent à haute voix. Ah oui, Et ça tu m'avais. Ça c'est Et n'importe. tu te dis, les gars, mais même moi qui suis pas chasseur, et en plus de ça, l'ambiance, pas de musique, juste les bruits de la forêt, tu te dis, l'ambiance se veut très feutrée, très dans la chasse, et le gars il commence à faire, eh, toi t'es une femme, et tu parles, et je l'ai vu en VO, hein, donc ça parle en anglais, tout ça, et du coup t'es en mode, ferme ta gueule. Et plusieurs fois, les groupes de personnages passent pour des cons parce qu'ils sont totalement débiles. Et ça fait que t'es en mode, ben, flemme de voir ça en fait. T'es en mode, mais ferme ta gueule. Donc le film en soi, il faut le voir juste pour le Predator, quoi. Et clairement, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, Je l'ai après, mis. le truc, c'est que pour ce qui est de la misogynie, c'est pas forcément mauvais de le traiter Mhm. comme ça parce que euh, j'ai vu récemment, je me tape les cauchemars en cuisine de Gordon Ramsay, tu vois, alors qu'il n'y a rien à voir. Mais si, il y a un rapport, la vie de moi. Et en fait, euh, j'ai remarqué. Alors, quand je dis j'ai remarqué, je suis pas un sociologue, hein, c'est pas genre je vais pas inventer un nouveau truc là, hein. Bien Mais en sûr. fait, le principe de la misogynie, c'est qu'en fait, elle est tellement puissante, elle est tellement partout que là, ça se fait comme ça dans le milieu de la cuisine, par exemple. Mhm. Il y a beaucoup d'hommes qui sont misogynes et qui vont dire la place de la femme, c'est à la cuisine, tu vois. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont aussi misogynes et qui, quand eux-mêmes sont la cuisine et sont des chefs professionnels, vont refuser de prendre des ordres d'une femme, même Ouais, si bien elle est sûr. plus douée qu'eux. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est le principe même de la misogynie, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien euh, présenter la femme comme étant supérieure à eux, genre ils savent qu'elle est extrêmement douée, qu'elle peut faire plein de trucs, mais leur caractère et leur misogynie même leur fait repousser et la mettre de côté. Par contre, donc ça veut dire que ça, en termes de misogynie pure et en termes de thème, c'est pas forcément maltraité. Par contre, ouais, je comprends que dans un film, bah, selon comment c'est présenté, ça peut complètement soit passer à la trappe, soit être complètement débile et pas bien fait. Et aussi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir ça au cinéma parce que tu te dis, bah là, c'est juste un film avec le Predator, je veux voir le Predator, quoi. Ça, je comprends tout à fait. Voilà. Mais oui, clairement, c'est une bonne remarque que t'as fait. Je voyais pas où t'en revenais avec Cauchemar en cuisine. Mais clairement, merci le Gordon de nous apprendre tout ça. Merci Gordon, merci Gordon. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur Prey. Si vous voulez me mater, allez-y, mais c'est que pour le Predator. Le reste, y a rien à voir. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est oubliable. C'est triste en fait. C'est le genre de film qui me rend triste. C'est parce que j'ai déjà oublié le film, quoi.
J'ai clairement oublié le film. À part quelques scènes de combat de fin, c'est tout. C'est non, c'est non. Et un truc qui m'a gêné tout le film aussi, c'est l'actrice principale jouée par, j'avais son nom, Mason Hawkes, qui n'a rien fait d'autre, je crois, son premier film. Faut vérifier. Qui en fait, elle a les cheveux magnifiques. Elle a de très beaux cheveux. Mais non. Ah non, mais putain, mais je sais, oui, mais je sais pourquoi tu t'es gouré. C'est parce que t'as encore pris le Prey de Nicolas Anderson. Le Prey de Nicolas Anderson, c'est un court métrage. Donc sans doute Ah, l'actrice, No Anderson, c'est ça, ouais. Ok, ok. dans le Prey de 2022, l'actrice c'est Amber Midthunder. Ok, ok, je me suis trompé dans le Prey. Je sais même pas Elle, où par il est. contre, a fait d'autres films, mais qui sont pas remarquables. C'est Ouais. clairement- ouais. Ah, en effet, oui, je vois laquelle c'est. Mais bon, clairement, Prey, y a rien d'autre à dire. On va passer. Ça dégage. Ça dégage. On va passer à Rush. Rush avec le magnifique Chris Hemsworth. Euh, C'était le 3e film que je voyais de Chris Hemsworth autre que Thor. Donc j'étais très agréablement surpris, enfin très heureux de le voir dans ce film-là. En plus, aux côtés d'un acteur que j'aime beaucoup et que je vois pas assez souvent, c'est Daniel Brühl. Alors attention, tu peux faire tes jeux de mots, vas-y, lâche-toi. Je le vois derrière quand ça fait. Il faut l'éteindre. Oui, alors, il y a également. Et bah, tu sais quoi Tu veux de l'eau, Daniel? Dans Rush, eh ben, on en parlait avant le film, pendant les bandes annonces. Dans Rush, il y a Olivia Wilde. Olivia Faut Wilde. appliquer de l'aloe vera. Quoi? Ouais, il y a Olivia Wilde dans le film Rush. Je viens de voir ça. Ah, ah. Il y a également un acteur que j'aime bien, c'est. Alors, comment dire Pier Francesco Favino. Ouais, je vois. Le gars était assez cool. Et surtout, il y a Nathalie Dormer aussi. J'ai fait bon, bah, ouais, bienvenue à toi. Oui, j'étais très heureux de voir Nathalie Dormer dans le film. Putain, oui. Rush, ça raconte quoi? Ça raconte littéralement le conflit et la guerre que se faisaient Niki Lauda et James Hunt lors des grands prix de Formule 1 des années 60. Alors je sais plus quelle année précise, c'est pas dit. Boniki. Le Boniki. Le Boniki Loda. On est sur un espèce de Le Mans 66, mais en 2013. Voilà. Et surtout fait par Ron Howard aussi, c'est pas n'importe qui non plus. Qui en fait te retrouve avec un film de Formule 1 un peu moins hollywoodien, mais plus dans plus mélangé à du Need for Speed ou du Fast and Furious. Quand je dis Fast and Furious, je prends le 1, le premier, hein, pas les suites qui ont eu de la merde après. Hein. Mais c'est-à-dire des plans très rapides, proches des voitures qui passent très rapidement, les accidents qui sont vus très proches également. Enfin bref, c'est filmé à la manière de Fast and Furious, premier du nom. Mais attention, c'est pas mauvais du tout. Le film est super cool. Tu sens vraiment l'animosité qu'il y a entre les deux acteurs, que je trouve joue extrêmement bien. Moi, Chris Hemsworth, je l'ai vu dans La cabane au fond des bois, je crois. Je crois bien que c'est ça le nom. Et également dans Au cœur de l'océan, qui est un film sur Moby Dick, qui est très agréable aussi à voir. Et franchement, le film te suit une bonne histoire. Surtout que moi qui connais un peu l'histoire grâce à Villebrequin, je trouve que ça suit extrêmement bien l'histoire de Niki Lauda et James Hunt. Donc franchement, c'était très agréable au scénario. Après, est-ce que voilà le film va me rester en tête? Je pense que j'ai noté autant que Le Mans 66. Parce que clairement, il y a les acteurs qui sont au top. Mais bah, la réal et le scénario en lui-même, bah ok, tu vas trouver ça agréable. Tu vas dire, ah, je savais pas, je suis content de l'avoir appris. Bon, bah, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Voilà. Ça, c'est dommage. Ouais. Ça, c'est les films qui sont les plus, comme tu disais tout à l'heure, les plus décevants parce que c'est les films qui vont pas te laisser d'empreinte et qui vont pas te. T'as pas besoin de revoir un film ou à chaque fois d'y penser, de te dire putain qu'est-ce qu'il était bien, mais au moins qui te reste un peu en tête pour que tu aies des trucs à retrouver, que tu aies des trucs que tu puisses chercher dedans ou que tu puisses puiser dedans, que ce soit du bon ou du mauvais. Hein. Ça, c'est le plus important. Donc quand un film te laisse genre en mode bah c'est dommage. Mais c'est ça. Bah après voilà, est-ce que je conseillerais Rush? Évidemment. En plus, si vous aimez encore plus la Formule 1, moi qui ai repris la Formule 1 à suivre, là, c'est excellent de voir un petit peu Niki Lauda et James Hunt joués par des acteurs. En plus de ça, très bon. En plus de ça, dans une histoire qui est assez cool. En plus, tu vois, tu vois comment fonctionne Ferrari, comment fonctionne McLaren, tout ça. Enfin, c'est très cool. Mais voilà, je pense que si le réal, si Ron Howard voulait vraiment raconter l'histoire de Niki Lauda et James Hunt, bah, il l'a très bien fait. Si voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. En fait, pour raconter l'histoire de ces deux hommes-là, tu pouvais pas faire mieux.
Voilà, tu l'as fait. Après, pour moi, personnellement, c'est pas un film qui va rester en tête. Voilà. Et d'ailleurs, on profite parce que tu as parlé de Philippe Broquin, on passe un coucou évidemment à Sylvain et Pierre Chabrier qui nous regardent, on le sait. Ah bah merci. Et Pierre, t'hésites pas aussi, tu me rends ma caméra que je t'ai prêtée il y a 2 mois. C'est fatigant d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Il me reste que Le Bon, la Brute et le Truand et Hit. Est-ce que tu veux qu'on Ouais. parle de... Est-ce que je fais d'abord Le Bon, la Brute et le Truand, on finit sur Hit? Mais oui, on va finir sur Hit. Allez, Le Bon, la Brute et le Truand. Un film que j'ai pu voir au cinéma. Un Oh, c'est régal. bon ça. Ça, c'était un régal. Un film que je n'avais vu qu'en extrait. Tu sais, c'est le film que tu vois À la fac. exactement, à la Euh, fac, que tu mates jamais parce que du coup, on t'en a pas dégoûté. Mais t'es là en mode, bon, ok, en c'est fait, un classique, il faut que je le mate un jour. Est-ce que je le ferai? Peut-être oui, peut-être pas. Bon, t'es là en mode. c'est le pire. En fait, c'est le pire truc qu'on puisse faire, et c'est quelque chose que moi je fais tout le temps malheureusement parce que je suis un connard qui n'apprend pas de ses erreurs. Mais la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, qu'en lui conseillant un film, c'est de dire il faut que tu le vois, c'est un classique. Ouais. Parce que en faisant ça, tu donnes deux notions. La première qui est tu es obligé de le regarder, Mhm. et la deuxième, tu ne vas pas l'aimer parce que c'est un bon film, tu vas l'aimer parce que tu as dû le regarder et parce que tout le monde dit que c'est un bon film. Et ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. En effet. Donc c'est pour Euh, ça que j'attends énormément de voir des énormes classiques, hein. Et c'est pour ça que quand les ouais, gens, il y a un truc qui m'horripile encore plus, c'est quand les gens font, oh t'as pas vu ce film, là? Je fais putain, oui, nique ta ferme ta mère. Ça, gueule. ouais. Alors après, ça Attention, hein, dépend. je le fais personnellement des fois parce que c'est un film que j'aime, mais évidemment, j'ai pas forcé la personne. On peut pas le faire de toute façon. Mais je suis d'accord avec toi que ce fait de. Certes, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai mis un 8, le truc est. C'est une dinguerie ce film. Oui, Mais, ça mais va. clairement, j'ai attendu et j'ai dit à personne que j'allais voir Le Bon Trabout et le Truand parce que c'est le genre de film où en plus, moi, quand on me le survend, à la fin, je vais voir un bon film, tu vois. En fait, je pense que quelqu'un m'aurait dit, oh, tu vas kiffer ta race à fond. Je pense que j'aurais pas mis un 8. J'aurais fait, bon, bah, ok, d'accord, mais on m'a tellement dit que c'était bien, on m'a tellement vendu le film comme étant un truc de dingue, et qu'en fait, c'est juste excellent. Donc t'es en mode. Bah, tu sais que tu perds un petit peu de cette fibre que tu pouvais avoir. Ouais. Et clairement, là, je l'ai vu, personne m'en avait parlé depuis un bail. J'étais en mode, allez, let's go, le bon tableau très truand, je vais le voir en plus ça, au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Et j'ai eu une claque. C'est une dinguerie ce film. Là, je te le dis pour toi. Nique bien ta mère. Là, il faut bien que j'en parle. Non, bah oui, évidemment. Le film, que ce soit en termes de plan. Allez, à la fac, je sais qu'on avait dit un truc, c'était les regards. Les regards dans ce film-là sont hypnotiques. Et en effet, j'ai vu ça. Tu ne peux pas lâcher des yeux les regards des trois acteurs principaux, joués par le beau Clint, Oui. Eli Wallach, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et Lee Van Cleef, qui sont littéralement le bon, la brute et le truand. Et clairement, tu ne peux pas lâcher l'un de leurs regards parce qu'ils sont tellement bien filmés, tellement bien éclairés et surtout tellement bien joués que tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? T'es dedans. Avec un regard, tu es avec le personnage. Sans spoil, évidemment, bah, ça raconte juste comment ces trois personnes-là vont se retrouver à courir pour choper le puits de l'argent. Donc on est sur une chasse au trésor que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on ne sait pas trop où elle est parce que les personnages eux-mêmes cachent aux autres personnages leur petite leur indice parce que chacun a un bout de la carte du trésor dans leur tête. Donc Ok. chacun cache ça, donc même le spectateur, lui, ne sait pas vraiment s'il l'emmène sur une fausse piste, si Clint Eastwood cache un truc à Eli Wallach, donc t'es vraiment en mode, ah, c'est cool, parce que t'es là, t'es en mode, tu sais pas non plus. Donc c'est assez cool de suivre sur ça. Le film t'introduit extrêmement bien les personnages. Sans spoil, c'est dans les premières minutes du film, t'as trois scénettes qui te montrent ce que c'est le bon, la brute et le truand. Clairement, ça t'avance ça, ça te met la sauce en bouche, t'es en mode ok, j'ai envie de manger ce qui suit. C'est super bien, c'est un peu longué évidemment, attention, le film dure quand même 2h40, c'est un peu longué sur certains passages. Si t'aimes bien les panoramas, si t'aimes bien les longs passages où ça marche dans le désert, où ça galope sur des chevaux, tu vas kiffer ta race. Si t'es un peu moins friand de ça, bah, tu vas juste trouver ça long. Évidemment, c'est un rythme tout autre, hein. Le film date quand même de 1966. Puis Euh, de toute façon, Sergio Leone, ça a jamais été Michael Bay. Hein. voilà, clairement. Donc c'est sûr que Sergio Leone, c'est soit tu kiffes à fond, soit tu vas juste passer à côté de ces longs moments de comment on appelle ça, de regard, de panorama, où c'est très, très contemplatif. On va chercher le mot, c'est très contemplatif, sur beaucoup de voyages. Le film se base sur ça, hein, sur la quête du voyage et les regards. C'est vraiment les deux trucs sur ça.
Aparté, parenthèse, je baise Clint Eastwood. Ah oui, 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 ça oui. Ah, attends, Il est... maintenant, parce que ça va être compliqué. Maintenant, non, mais à cette époque-là, ce gars-là était un beau gosse. Ah Mais bah, waouh. il te fait crémer dans ton pantalon, hein, ça c'est Ah sûr. là là, franchement, j'avais du fromage de bite au fond du... Je vais trop loin. Mais franchement, il est magnifique. Et surtout, il joue extrêmement bien. Il a un cigare tout le long. Et ça aussi, en fait, j'en reviens avec ce personnage-là sans spoiler. Chaque personnage, en plus de ça, est bien introduit. Chacun d'eux ont leur petite identité. Il a un cigare en bouche, ce qui aide plusieurs fois dans le scénario. En fait, Clint Eastwood va se faire repérer par d'autres parce qu'il laisse des cigares derrière lui, plus ou moins fumants. Et du coup, ça le permet de le suivre. Donc son identité, c'est à la fois une identité, mais également un point faible en termes de paysage. C'est super bien foutu. Le truand, c'est une grande gueule, très avec un ego surdimensionné qui va pas hésiter à te foutre un couteau dans le dos. Mais à côté, il a besoin de toi, donc il est très malin aussi. Enfin, il a ce côté grande gueule, mais très. Il fait passer sa grande gueule pour de la bêtise, mais en fait, il est très malin, ce type. Et le dernier, le mauvais, la brute, se retrouve en fait à être l'antagoniste du film. Ils sont tous antagonistes, hein, mais c'est lui qui est plus filmé dans le genre. Et du coup, tu te retrouves à le suivre et à te dire, ok, ce gars-là, il te fait peur parce que il est très, 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 Il est vraiment dangereux, ouais. très, très dangereux, quoi. Et franchement, il y a des passages au film où tu retrouves un personnage parce que le trio n'est pas toujours ensemble, hein, évidemment. Et des fois, t'as un personnage où tu te retrouves avec un duo pendant très longtemps, hein, en plus. Et du coup, bah, tu te retrouves. Et là, t'as le troisième gars qui arrive et tu fais il pop comme ça. Et du coup, bah, paf, t'es dedans et t'y vas. Et un truc qu'on ne peut pas, on ne peut pas passer à côté, c'est les musiques d'Ennio Morricone. Le gars est juste Ah oui, ça, toujours, oui. Toujours. dinguissime. Alors, la musique est bonne, mais, surtout principalement le thème principal. Mais c'est vrai qu'il revient tout le temps. Mon beau Romain, Oui, je te laisse discuter, je reviens dans 2 minutes, y a excuse-moi. pas de souci. Et clairement, la musique est extrêmement bonne, surtout le thème principal, qui te fout des frissons. Surtout qu'en fait, quand t'as la version longue. Moi, ce qui m'a un peu plus gêné, c'est de le retrouver plein de fois. Plein de fois, il revient. Plein de fois, attention, sur 2h40, c'est pas énorme non plus. Hein. Mais il se répète. Et ce qui me gênait le plus, c'était qu'il le répète surtout pour des courts moments. Et là, t'étais en mode, ah, allez, c'est redondant en termes de musique. Et clairement, je ne me souviens d'aucune autre musique. Je crois qu'il y en a une que je me souviens. Une seule. Parce que la scène en elle-même est bonne également. Mais le meilleur passage, c'est quand la musique se lance et surtout continue, se met en long, reste sur un long moment et ça te fout d'énormes frissons, surtout pour la scène finale. Le film, attention, c'est un rythme différent. Moi, je trouve qu'il y a un rythme des années 60. Voilà, je trouve qu'il y a un rythme là-dedans. On pourra en parler des heures des différents rythmes en fonction des époques de cinéma. Mais c'est un rythme qu'il faut adhérer, qu'il faut accepter. Mais par contre, c'est une histoire qui va te tenir au corps. C'est des acteurs qui vont jouer à fond, qui vont vraiment se sentir à... Ils veulent, tu sens tous que c'est des mauvaises personnes qui veulent la thune. Et à la fin, même si à la fin tu sens qu'il y en a un qui est un peu plus protagoniste que l'autre, évidemment, et ben quand même tu te dis, c'est quand même un gros bâtard. C'est quand même un gars qui profite des gens. Donc t'es en mode, t'y vas, mais est-ce que t'as vraiment envie d'être ami avec eux? Non. Mais t'as envie de suivre ces gens-là. C'est très bien filmé. Très très bien filmé. Mais tout est autour du regard, de toute façon. Ça c'est pareil, on pourra en faire un mémoire entier. Ça c'est qui est beau. C'est ça qui est beau avec ce genre de film, c'est que le film a la matière pour de l'écriture et la discussion. On pourrait faire un épisode entier de live entièrement sur le bon, la brute et le truand. Et c'est fou parce que juste avant on disait que le fait de dire que c'est un classique, tout ça. Oui, c'est un classique. Mais c'est normal que ça plaise pas à tout le monde. Parce que c'est un autre rythme, parce que c'est une autre façon de raconter, c'est une autre façon de filmer. C'est quelque chose qu'il faut. C'est quelque chose où il faut rentrer dedans. Et en vrai, si t'aimes le cinéma, aucune raison pour que tu n'aimes pas le bon, la brute et le truand. Aucune raison, attention, ça veut dire qu'il y en a quand même. Tu peux ne pas aimer pour les raisons que j'ai dites auparavant. Mais je conseille fortement ce film. Moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je le conseille à tout le monde. Il y a d'autres films que j'ai pu voir au cinéma là récemment. C'était par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace. Et 2001, l'Odyssée de l'espace a la même aura de film culte, tout ça. Mais voilà, pareil, c'est des films où je me dis, il faut pas que. Heureusement qu'on m'en avait pas parlé avant, parce que bah, moi, très rapidement, quand on me dit que le film est excellent, je vais m'attendre à un truc excellent et bah, le film sera juste très bon
et ça va me faire baisser l'envie, et des fois je trouve que ça me gâche une expérience de film. Là, je cherche un film dont ça m'a fait ça, mais j'ai une série, c'est Breaking Bad. Breaking Bad, j'ai pas réussi à la suivre parce que tout le monde n'arrêtait pas de me survendre Breaking Bad. Et Dieu sait que j'aime Bryan Cranston, hein, mais, mais clairement, on m'a tellement survendu la série qu'aujourd'hui, je suis en mode, bah non, la série est bonne, mais j'arrive pas à être dedans parce que j'arrive plus. En fait, j'ai une animosité envers cette série maintenant que je n'arrive plus du tout à apprécier. Donc voilà. Donc pour moi, ce genre de film, Le Bon, la Brute et le Truand, 2001, tous ces genres, même que ça soit en série, tout ça, tout ce qui est censé être culte, même si à un moment vous pouvez le voir, vous pouvez vous dire, ah je le matais, enfin tout le monde me dit de le voir, tout ça, attendez. Attendez vraiment. Prenez votre temps, s'il faut que vous le voyez à 40 piges, à 60 piges, attendez. Parce que c'est un film qui se voit au moment où t'es pas prêt. Clairement. Clairement. C'est un film qui, genre, de 66. 2001, c'est un film de 69. Ah, je dirais 68, 69. Je sais plus, j'ai la flemme de chercher. Et clairement, c'est des films que j'ai pu découvrir avec de la chance au cinéma et qui m'ont permis de voir des dingueries que je ne m'attendais pas, quoi. Donc, donc je conseille fortement, mais attendez. Attendez d'être dans le bon mood, attendez d'être. Que personne vous en ait parlé avant, parce que même moi ça joue, hein, là ça vous a remis les compteurs à zéro. Attendez un bon moment de le revoir, et surtout si vous avez la possibilité de le voir au cinéma, allez-y. Parce qu'en fait, c'est le genre de film où l'ambiance du cinéma apporte énormément. Quand je dis qu'elle apporte énormément, c'est que un film comme ça sur ton ordinateur, tu vas kiffer, mais tu vas perdre énormément. Prey, qui sort sur Hulu là, ou Hulu, clairement, c'est un film que t'as beau voir au cinéma ou sur ton écran, tu l'oublieras. Tu l'oublieras parce qu'il y a beaucoup de défauts scénaristiquement, il y a beaucoup de défauts dans la vraisemblabilité. La, ouais. Dans la véracité des propos dans le continuum espace-temps du film, je sais pas ce que je dis. Mais clairement, c'est des films que tu vas oublier clairement. J'étais à deux doigts de t'applaudir parce que je t'écoutais et tu as fait un discours qui était absolument incroyable jusqu'à ce que tu bugs sur responsabilité et que t'as fait ouais bon c'est pas grave. Allez je m'en fous. Je savais que tu étais là, mec, j'entendais ton souffle dans ton micro. Bah oui, bah oui. Donc clairement, voilà. Je sais pas si tu m'as entendu, c'était d'accord. Moi je dis que c'est des films qu'il faut attendre et pas se Ouais presser j'ai pour les entendu. voir. Et surtout qu'il faut les voir au cinéma. Voilà, parce que c'est des films où en mode, voir un genre de film comme ça sur ton ordinateur, tu vas kiffer, mais tu vas perdre quelque chose, je trouve. Moi Alors j'ai été très content de le voir au cinéma, dans une salle. je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Euh, Parce que en fait ça dépend d'à qui tu t'adresses. Hmm. Si tu t'adresses à un public de personnes qui juste voient des films pour le plaisir, comme énormément de gens, Oui. évidemment, il n'y a rien de mal avec ça, hein, mais je veux dire, dans ce cas-là, ouais, je suis d'accord. Ça sert à rien de voir des classiques juste parce que vous avez vu des classiques. Il faut voir ces films, comme Romain dit, quand vous n'êtes pas prêt ou sur un coup de tête, parce que ça vous donne envie et pas parce qu'on vous l'a vendu comme quelque chose qu'il faut absolument avoir vu si on aime le cinéma. Hmm. Ça sera jamais le cas. Euh, on s'en branle. Donc vraiment, matez-le quand vous pouvez. Par contre, si vous êtes dans notre cas à nous, ce qui est celui de Romain et moi, et que vous voulez bosser de près ou de loin dans le cinéma, encore plus si vous voulez bosser dans tout ce qui est réel ou tout ce qui est vraiment création pure et directe, euh, je dirais que faut malgré tout voir ces films, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, ce que j'essaie de faire en ce moment, alors j'y arrive pas, hein, donc ça veut rien dire, mais ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de mater le plus de films possible, non pas pour me dire, bah, parce que comme ça j'ai vu plein de films et j'ai plein d'inspi pour les trucs, même si c'est le cas, mais pour me dire, et c'est ce que je fais avec les classiques, je vais voir ce film, je vais voir ce classique pour voir ce qu'il peut m'apporter. Ok, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est plutôt en termes d'analyse ou d'apport Exactement. d'apport d'expérience, quoi. Oui, je vois. Exactement. Parce qu'il y a deux lectures quand on mate un film. Il y a la lecture qui est de base, celle que tout le monde a quand on va voir un film, qui est très bien, c'est-à-dire de voir et d'intégrer une œuvre d'art. Et c'est-à-dire une fois que tu l'as vue, elle germe dans ta tête et tu peux en parler, tu peux en discuter, tu peux la décortiquer. C'est basique, c'est ce que tout le monde fait, c'est très bien. Après, quand vous voulez créer du cinéma, il faut regarder le film en se disant, ok, pas forcément en le voyant comme une simple œuvre d'art qui commence et qui termine au moment où vous le regardez, mais
comme quelque chose qui a pris du temps. Il faut le voir comme il y a eu 10 équipes différentes qui ont été sur le film pour bosser dessus. C'est-à-dire comment est-ce que ils ont fait ce plan-là. Est-ce qu'il y a eu besoin d'une grue? Est-ce qu'il y a eu besoin... Quels ont été les besoins mécaniques? Ou encore, quels ont été les besoins scénaristiques? Quels ont été les besoins des costumes? Quels ont été tous ces besoins? Pour qu'ensuite, quand vous en sortez, vous pourrez vous en inspirer. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, moi, c'est un truc genre en mode où je remettrais le bon, la brute et le truand, mais peut-être pour, voilà, pour les scènes mythiques ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, j'étais très heureux de le découvrir en tant que spectateur. Et j'ai vraiment pas pensé aux termes techniques, tout ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi, ce côté apport d'expérience, apport même technique, apport visuel, d'analyser, de voir un film ou un classique pour voir putain, comment ça se fait que ce film est un classique et pourquoi il l'est. Mais je vois clairement ce que tu veux dire. Mais c'est une autre façon de voir un film. Et ça, je trouve que notre œil de cinéaste, même s'il est on est cinéaste amateur, même si c'est clairement de découverte, c'est une autre façon de voir un film. Pour des gens qui vont juste voir un film comme une attraction, comme une expérience, comme un divertissement, je veux dire. Vous en avez rien à foutre, vous aurez toujours cet œil-là nouveau. Et je vous envie, hein, parce qu'il y a des passages des films où j'aurais aimé les voir avec un œil naïf, en mode voilà, juste le voir comme ça. Et clairement, ça m'est arrivé récemment avec Hit. Et on va enchaîner sur Hit parce on va enchaîner sur Hit. L'un des films qu'on a vu, quoi, jeudi ou vendredi, mercredi. Jeudi. Non, ouais, c'est ça. Jeudi. Film de Michel Homme, donc Michael fucking Mann, avec une magnifique affiche, évidemment. Ouais. Avec le très très beau Al Machin. L'excellentissime Bob Le Miro. Et le Valentin. Et l'incontournable Valentin Quimper. Le Valentin Kilmer aussi, j'avais pensé à ça. Oui, Valentin Kilmer, oui, c'est vrai. Film donc réalisé par Michael Mann en 1995. Film que je n'avais jamais vu et qu'on a trouvé au pif sur Lucie de Lamar. Que moi d'ailleurs j'avais vu, mais que j'avais jamais vu au cinéma, c'est la première fois que je le vois. Ah, bah, dinguerie alors. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on y va, on se lance, on va voir ce film-là. Film qui dure également très longtemps, 2h50. Mais est-ce que tu les vois passer? Pas du tout! Pas du tout. Clairement, ce film-là, Hit, c'est celui auquel j'ai le mieux noté. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas noté un film aussi haut. C'est une dinguerie pure en termes de rythme, de scénario, de jeu d'acteur, de lumière, de mise en scène, de qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de bien dans ce film. Il y a tout qui est bien en fait. Clairement, je n'ai qu'un seul. De toute façon, je n'ai trouvé qu'un seul défaut à ce film. Et il est si mineur que j'en parlerai à toute fin. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Vas-y, je te laisse dire un peu de quoi ça raconte sans spoiler évidemment, parce que c'est un film qu'il faut voir. C'est une dinguerie. Et ben moi je vais te dire un truc absolument incroyable, mais avec lequel tu vas être totalement d'accord, je le sais. Hit, c'est l'histoire d'une bromance. C'est clairement l'histoire d'une bromance, en effet. Et c'est une très belle bromance. Mais attention, une bromance un peu à la Roméo et Juliette. C'est une bromance qui peut pas. Un peu, ouais. Donc c'est... Il ne peut pas exister. Oui. C'est ça. Donc clairement, c'est vraiment une chasse à l'homme entre des braqueurs et des policiers. Plus particulièrement entre Al Pacino et Robert De Niro. Qui en fait vont se lancer des pics et que ce soit dans leur plan en eux-mêmes. Ils se balancent des fions tout le long, c'est incroyable. C'est très très bon. Et pourquoi ce film? Là, on enchaîne également avec un autre classique. Hein. Hit est considéré comme un classique de l'action crime thriller. Je sais pas comment, c'est pas un thriller. C'est juste un thriller. C'est un thriller. C'est vraiment un classique de ça. Ce qui fait que moi, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite adoré. C'est en premier lieu les acteurs. C'est un truc qui te saute à la gueule. Et même quelqu'un qui n'est pas familier avec le cinéma va te dire que ces acteurs-là te prennent aux tripes. Al Pacino, Val Kilmer, en particulier eux deux, au début c'est eux qui te prennent tout de suite parce que Robert De Niro a un autre style de jeu, tout aussi bon, qui match extrêmement bien avec Al Pacino, mais je parle juste en termes juste de prise de vue, en termes de l'acteur, tu en mets plein les yeux. Val Kilmer et Al Pacino ont une présence à l'écran dès le début du film où tu te dis, ok, ces deux gars-là sont chauds patates. Ils aiment le scénario, ils aiment leur personnage, ils veulent t'en mettre à fond dans le film, et tu es avec eux, ils t'emmènent de force.
Contrairement au premier film qu'on a parlé, Nope, où en vrai le réalisateur t'emmène avec lui dans ton scénario, là, les acteurs te prennent de force et te foutent avec eux et tu fais ok, t'as pas le choix, je vais te gueuler dessus. Ouais, Et gueuler dessus, façon de parler, mais je vais te gueuler dessus, genre je vais te crier mon charisme sur toi. C'est très très fort là-dessus et surtout que c'est très bien filmé parce que Michael Mann excellent. va extrêmement bien gérer les pas les chants contre chants, les Voilà. alors, Je te et coupe. moi, et je fais du cinéma, hein. Les plongées, les contre-plongées Ah, ok, oui. que j'ai trouvé extrêmement bonnes. Le passage où Val Kilmer saute cette putain de rambarde pour s'approcher de sa femme et que la Ouais, caméra se met en légère contre-plongée. T'es en mode ouais, ah, ouais. ça te prend au trip. Ça, je parle de ça, donc en particulier en premier plan, c'est ça. Je sais pas ce qui t'a. Toi, quand t'as vu Hit, que ce soit au cinéma ou aux premières fois, à part les acteurs, c'est quoi la deuxième chose qui t'a vraiment dit ce film-là, il maîtrise tout de A à Z? Alors en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a assez longtemps, donc j'avoue que je m'en rappelais plus trop, parce que c'était des souvenirs un peu flous, mais je me rappelais que j'avais vraiment C'est bien un aimé. film des J'avais années deux. 95 qu'on voit quand il est petit, hein. Comme Ouais, j'en ai clairement, parlé à Quentin, c'est un film, je me suis dit, je l'ai déjà vu. Mais j'étais trop petit pour m'en souvenir et je devais pas avoir vu le film en entier, tu vois. c'est possible. Ouais. Et non, moi ce qui m'a frappé, là c'était. Encore une fois, c'est ce que je disais là aussi. Il y a plein de films que j'ai vus à l'époque et que j'avais aimé ou pas, euh, que je revois maintenant complètement différemment. Hmm. Parce que je m'arrête sur d'autres détails, comme j'ai vu d'autres films et que j'ai appris d'autres choses, je vois d'autres trucs. Enfin, je vois d'autres trucs. Je vois pas plus que des gens normaux. Hein, je vois pas plus de trucs, c'est pas possible. On voit tous la même chose. Mais je veux dire, je porte mon attention sur des autres trucs. Non mais Et clairement. là, c'était le cas. Là, je me suis surtout arrêté, comme je m'arrête tout le temps quand je regarde un film, sur le scénar et sur les dialogues, Mhm. principalement. C'est parce que moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Même si évidemment la réalisation est absolument incroyable. On Hein, en parlera après, la réalisation, c'est ah oui. très 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 bon. Le jeu d'acteur, je voulais dire, oui, il faut vraiment pas, on ne peut pas. Il faut qu'on fasse justice au jeu d'acteur de Val Kilmer dans ce film, qui est absolument incroyable aussi, mais qui malheureusement a un seul défaut, c'est d'être à côté d'Al Pacino et Robert De Niro. Tu peux pas, genre, c'est comme, tu peux pas mettre Mbappé et juste devant lui, tu vas mettre Ronaldo et Messi. Ça va avoir le même truc. Il va faire un taf de fou, hein, mais tu vas pas le remarquer parce que il y a deux monstres qui sont à côté. C'est exactement la même chose. Là, Val Kilmer, il joue son rôle à la perfection. Il est brillant, il est triste aussi. Il joue super bien, mais malheureusement, t'as Al Machin et Bob Le Miro, tu peux pas non plus faire des miracles. Mais ouais, en En termes de termes de scénar dialogue et de scénar, ouais. et de scénar, c'est vraiment une J'ai masterclass vérifié, absolument c'est Michael Mann qui a incroyable. écrit, hein. Ouais, c'est lui qui a écrit, oui. Oui. Parce que, comme je disais au début, c'est une histoire de bromance et c'est un des films qui réussit le mieux à apporter cette balance de le monde est toujours gris, il est ni noir ni blanc, il est toujours gris. C'est-à-dire que même si Al Pacino c'est le gentil, c'est le mec, c'est le bon, c'est lui, il fait ce qu'il faut faire, et que Robert De Niro c'est le méchant, il fait des trucs pas bien, il y a toujours un deuxième côté. C'est-à-dire que Al Pacino, certes, est un des plus grands gentils qui existent parce que c'est un flic qui protège la veuve et l'orphelin. Ouais, mais à côté de ça, il a été divorcé 2 fois, il néglige sa femme, il néglige sa belle-fille, il néglige sa vie de famille. Et Robert De Niro, lui, à côté, ben, protège et tombe amoureux d'une personne, chose qu'il s'était promis de ne jamais De faire. jamais faire, ouais. Et tout ça culmine sur la scène la plus mythique, pour moi, une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma, qui est la scène du restaurant, où Al Pacino et Robert De Niro, après 1h30 de film, sans jamais se voir et en se parlant à travers le montage, euh, tombent nez à nez dans un café et boivent un café ensemble en se disant je vais te buter la gueule, je vais littéralement te buter la gueule, mais ça me fera pas plaisir, j'ai pas envie de le faire. Parce que je t'aime bien, parce que je dois avouer que c'est ce qu'Al Pacino dit, il se trouve que t'es un bon criminel, tu sais ce que tu fais et tu me fais mener une vie d'enfer et je te déteste pour ça, mais je peux pas faire autre chose que de me dire mais putain mais t'es bon quoi. Ouais. Et Al Pacino c'est pas Robert De Niro dit la même chose. Robert De Niro dit mais oui mais parce que personne n'a jamais fait chier Robert De Niro comme Al Pacino et même lui le respecte pour ça. Et Non, c'est c'est pour ça clairement une bromance. c'est clairement une romance, mais les deux savent que ça ne peut pas exister et que ça va se terminer par un des deux qui va mourir. Les deux le savent, les deux le savent.
C'est pour ça que j'ai dit que Mais c'était une bromance à la Roméo et Juliette. Hein. ah oui, C'est clairement, oui, c'est oui, une bromance impossible. complètement. Et il se trouve que dans le dans les dialogues qui sont extrêmement bien écrits, Al Pacino qui est juste qui a une façon de dicter ses répliques et de donner ses répliques qui est absolument incroyable. Chaque réplique est bien dosée et bien jouée, correspond énormément à leur personnage. Et c'est un truc que moi j'ai vraiment adoré. Et aussi, il y a un truc ah oui, c'est ça dont je voulais discuter, c'est le perso de Vincent Hanna, du coup, d'Al Pacino. Mhm. Euh, dans ses costumes et dans la manière dont Al Pacino joue avec. Par exemple, Vincent, il est pas à l'aise, en fait. Pour montrer qu'il est pas à l'aise dans sa vie, tu vois qu'en fait, il porte des costumes qui sont généralement un peu trop grands pour lui. Il a une montre au poignet qui, à chaque fois qu'il arrive à l'écran, tu le vois. Sa montre, en fait, elle est trop grande pour lui. Et donc, du coup, chaque fois, il joue un peu avec son poignet pour essayer de la remettre droite parce qu'il est pas à l'aise avec. C'est un type qui n'est pas à l'aise dans sa vie en règle générale et il le traduit comme ça et ça c'est une super trouvaille je trouve. Je n'avais Je pas sais vu pas venir si ceci, ouais, en effet, bien vu. je sais pas si c'est une idée de Michael Mann ou si c'est une idée de Pacino ou si c'est une idée des deux, mais c'est une idée qui est vraiment extrêmement bien Et trouvée. qui se reflète parfaitement avec le jeu d'acteur de Robert De Niro, qui lui Ouais, est littéralement extrêmement bien dans ses vêtements et ah dans ouais, sa vie. Et le seul passage où ça va commencer à être un peu plus branlant, c'est cet amour qui lui tombe dessus. Quoi. ça, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs et tu le vois aussi dans le set design parce que et c'est d'ailleurs une réplique, c'est d'ailleurs ce que Val Kilmer fait remarquer à Robert De Niro, à Bob Le Miro. Il arrive chez Bob Le Miro et il lui dit mais quand est-ce que tu vas le meubler? Et Oui, Robert De Niro dit quand j'aurai le temps, sauf que c'est pas vrai parce que De Niro a cette fameuse règle qui est si tu veux mener une vie de crime, enfin tu ne peux pas avoir des possessions que tu ne peux pas lâcher en moins de 30 secondes si les flics arrivent au coin. ah, mais clairement, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que il n'y a pas mieux que de visiter l'appartement de quelqu'un pour le connaître. Hein. Ouais, Et tu vois l'appartement de Robert De Niro qui est complètement vide, à part une machine à café et enfin la cuisine, que c'est tout, qui est aménagée. Clairement, c'est vraiment extrêmement bien foutu dans la mise en scène et dans le set design parce que tout crie à l'identification des personnages. Que ce soit dans leur façon d'être habillés, que ce soit dans leur jeu, mais surtout dans les décors. Tu le vois, moi ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est cette scène, sans spoil évidemment, qui se passe au milieu des conteneurs, qui est une scène où l'un d'eux trompe l'autre, on va dire. ouais, Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont sur un dock avec plein de conteneurs, où c'est totalement euh, sans identité, sans rien, et qu'en fait c'est la fausse piste qui est donnée par l'un des personnages est directement montrée par le décor qui lui-même ne donne rien et ne veut rien dire. C'est un décor qui n'a pas d'âme, qui ne transpire pas une direction, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé que ça se fasse sur un quai, un dock vide en plus, qui plus est, qui se retrouve en fait tout en fait, et en plus de ça gigantesque, en plus hyper aéré à ce moment-là. oh oui. Les plans se font hyper de loin, c'est justifié, vous comprendrez pourquoi, mais c'est extrêmement bien filmé et tout transpire le. Tu sens que le réalisateur il a réfléchi son film parce Ouais, que tout transpire le détail des personnages et de l'histoire, du scénario. C'est-à-dire que le gars il te raconte une bromance, il va te la raconter que ce soit dans les costumes, dans les décors et également, alors un peu moins, mais surtout pour la scène finale, dans le son où en fait à la fin c'est déchirant, que ce soit auditivement parlant que ouais. visuellement parlant. C'est déchirant parce que bah, on peut, sans spoiler, il y a énormément d'avions qui passent, on va dire. Et voilà. Et clairement, c'est une scène qui se passe avec des avions qui passent très ras le sol. Ouais, vous avez compris. Et auditivement parlant, ça te déchire les oreilles. Moi, en plus, qu'il y a un acouphène à l'oreille droite, ça me détruisait l'oreille droite. Mais je pouvais pas m'empêcher de me dire que le réalisateur travaille ces détails parce que c'est une bromance où tu sais que l'un des deux va mourir. Et c'est déchirant de voir que sur tous les plans, hein, c'est du 3D, sur chacun des plans, c'est déchirant parce que ces personnages-là ne vont pas aimer ce qu'ils vont faire et ils ne vont pas aimer à la fin. Et le plan final est magnifique. Le plan final te résume tout et c'est magnifique. Donc, Final- Hit, le plan final, j'en ai encore des frissons, putain. le film est très bon.
On parle pas du rythme, on parle pas de ça, parce que tout est bon, hein, on passe tout ça, mais c'est hyper bien rythmé, c'est très bien filmé, c'est très bien lumiérisé, si on peut dire. Ouais, bon, allez, Je on cherche toujours des l'accepte. mots On comme ça. l'accepte. On l'accepte. C'est extrêmement bien éclairé parce que la nuit est également extrêmement bien filmée. Ouais. En vrai, là, on a parlé que, franchement, à part Prey, on a parlé d'excellents films, mais Hit reste au-dessus de tout parce que putain, t'es avec les personnages et le jeu d'acteur joue en priorité dessus. Le casting et joue énormément sur le film, et c'est là que tu te rends compte qu'un réalisateur, s'il fait pas le bon choix de casting, peut ruiner son film, alors qu'il est le meilleur scénario du monde. On peut. Ouais, clairement. Vraiment, vraiment, c'est très très bon. Et c'est ce que je disais à Romain en sortant du film, c'est le genre de film qui te fait dire, mais comment est-ce que tu veux faire du cinéma après avoir vu ça? Ouais, Comment clairement. est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux te sentir légitime que réalisateur après avoir vu un film comme ça? Tu peux pas. C'est parce que c'est le genre de truc, c'est le genre de film qui te fait tellement dégonfler la tête, c'est un truc de ouf. Et Je moi, disais pas. j'avais dit ça différemment. Je t'avais Oui, dit, ouais, je comprends ce que tu dis, mais moi, je le vois plus en mode, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux faire d'autre que de recopier ce qu'a fait Michael Mann dans Hit. ouais, c'est ça. C'est Ouais, tellement bon qu'en fait, je suis sûr et certain dans ma vie, hein, si je fais des films, et que, Inch'Allah, j'en fais, clairement, je reproduirais ou faire un hommage à Hit parce que c'est de l'or en barre. C'est ouais, de c'est l'or en ça. barre en termes de travail de l'image et de l'ambiance. Et tu te dis qu'il y a toujours un moment ou un autre, tu auras envie de refaire la même chose. Et de toute façon, le cinéma, c'est tu refais, tout a déjà été fait. Beaucoup de gens se plaisent à dire ça, je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais oui, à la fin, tu referas du Michael Mann parce que, parce que t'as pas envie de recopier. C'est parce que tu sais que c'est bon et que tu as envie que ce soit bon également ton film. Ça. C'est excellent. Et puis il C'est y a du aussi bon le fait cru. que il y a aussi le fait que tout le monde l'a déjà, parce que de toute façon tout le monde l'a déjà recopié. C'est ce que je te disais, la scène du restaurant, elle a été recopiée pratiquement plan pour plan et réplique pour réplique dans Camelot Oui, de voilà. d'Alexandre Astier. Que ce soit dans les comédies, que ce soit dans d'autres drames, dans Ouais, d'autres oui. films, c'est recopié parce que c'est. Tout est à un niveau si haut que t'es obligé de te dire que c'est une masterclass. Donc, Ça. Et ce qui je est regarde incroyable une aussi, c'est seconde. que, ouais, vas-y. Vas-y, tu peux parler. Ah pardon. Non, je disais, ce qui est absolument incroyable aussi dans ce film, c'est qu'il arrive à se résumer lui-même d'une manière très très simple, qui est dans la scène du resto justement. C'est On peut avoir l'impression quand on veut faire un film ou quand on veut écrire un film que c'est extrêmement compliqué, que c'est extrêmement complexe, parce que ça l'est évidemment. Mais il y a une manière extrêmement simple de le résumer, c'est dans vos personnages. Si votre propre film arrive à résumer ses propres persos, il n'y a aucun problème. C'est ce qui se passe dans la scène du restaurant. C'est Al Pacino dit euh, je vais te poursuivre parce que c'est tout ce que je sais faire. Mm. Et Robert De Niro dit bah moi je vais continuer à être un gangster et à t'échapper parce que c'est tout ce que je sais faire. Et Al Pacino dit et je veux rien faire d'autre. Et Robert De Niro dit moi non plus. Me neither. C'est Ouais, c'est ça. c'est C'est aussi simple excellentissime. que ça. C'est aussi simple que ça, c'est de se dire si il y a un moyen de résumer euh, vos personnages d'une manière aussi simple, ça marchera. C'est Al Pacino, c'est un flic qui veut arrêter Robert De Niro. Robert De Niro, c'est un gangster qui veut échapper à Al Pacino. Et de là, vous pouvez partir et écrire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir. Ouais, c'est ça, Mais c'est c'est qu'il y vraiment aussi a. simple que ça. Moi, j'en reviens toujours, et c'est un truc que je m'enlève pas de la tête, c'est que la simplicité ne rime pas avec médiocrité. C'est bête Ouais, ce que je dis. Mais c'est ce que je disais. clairement. Ces personnages, ils sont simples. Il y en a un qui veut attraper l'autre, et l'autre qui veut juste pas se faire attraper. C'est sur une base aussi solide que ça qui va pouvoir autant créer. Et en fait, c'est les personnages en eux-mêmes, si tu les prends comme ça, bah, tu fais bon, bah d'accord. L'autre, c'est juste un flic qui pense à rien d'autre qu'à son boulot. Et l'autre, c'est un malfrat qui fait des coups, c'est tout. Mais avec leur rencontre, donc c'est-à-dire là, c'est la magie du scénario, avec la mise en scène, là, c'est le réalisateur et sa vision qui vont se mettre dedans, c'est que tu pars sur une base très solide, mais simple. Et ensuite de ça, avec plein d'éléments qui font du cinéma, qui font en soi le cinéma, et ben du coup, tu rends compte que ces personnages-là, qui sont simples, créent un florilège d'émotions et de plot twist, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, de travail,
qui font que ça devient juste incroyable à suivre et à voir. Moi, je regarde le film, j'ai rechecké, il fait quand même 2h50, ce qui Ouais, est long. il est long. Et C'est long. comment ça se fait qu'on ne voit pas le temps passer? C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est le genre de film avec une construction pareille, simple et schématique. C'est-à-dire que tu découvres une scène au début où il te présente un personnage, en partie, c'est dès le début, mais c'est le braquage, je crois que c'est ça. Braquage. Ouais, enfin, c'est pas enfin, oui, braquage, c'est le. Oui, si, c'est braquage. Et du coup, tu rencontres les personnages, que ce soit Robert Lemiro ou Valentin Quimper. Et là, Ouais. tu rencontres ces personnages-là. Il y en a d'autres, hein, évidemment, qu'on va suivre. En 2h50, il n'y a pas que 3. Oui, oui. Et clairement, tu rencontres avec ça, donc tu découvres le personnage. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qui vient à cette boum, découverte de Al Pacino, Ouais. de qui il est. En plus de ça, avec sa femme. Et donc, tu rencontres tout de suite sa vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il te montre une vie où ça se passe super bien. Et tu vois que ça va commencer à dégringoler, parce qu'au début, ils sont assez heureux. Mais tu comprends que déjà, la fille, jouée par Nathalie Portman, Man, Nathalie Porte, ouais. Nathalie Porte, qui en fait déjà t'amorce un côté, il y a quelque chose qui va pas dans cette famille. Mais Ouais. mais clairement, tu vois, tu commences déjà comme ça. Hein. Scène d'introduction, ça te présente les deux personnages. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu as les personnages. Ensuite de ça, Quand au je- milieu du film, scène du resto, ils te reprécisent qui sont les personnages. Au cas où c'était oublié, mais de façon indirecte, et eux-mêmes se le disent parce qu'ils se rencontrent. Et ensuite de ça, à la fin, les deux personnages, tu sais exactement qui ils sont, comment ils sont là, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont gagné. Parce qu'au fur et à mesure, bah, certes, t'as l'introduction, mais après, t'as l'objectif en soi. T'as les coups bas qui se mettent chacun. Il y a une histoire. Et à la fin du film, les deux, c'est tellement bien coupillé que tu sais très bien que les deux, ils se sont cherchés, ils ont bu un café ensemble, ils ont même eu des rictus ensemble, mais ils auraient pu rigoler, hein, mais bon, ils pouvaient pas le faire, sinon ils allaient se dire, voilà. Mais tu sens il aurait pu y avoir de belles choses entre eux si c'était pas les opposés l'un l'autre. T'as vécu avec eux en 2h50 parce que le film est schématiquement extrêmement bien construit. Complètement. Et récemment, je l'ai revu avec Top Gun Maverick, où c'est beaucoup Oui, plus simple, parce que, incroyable ce film. pareil, c'est extrêmement bien construit, putain. Quand les gens, ils sont là en mode... et c'est simple, c'est qu'on t'apprend ça à l'école. On te fait... T'as un personnage, introduis-le dès le début. Ou un antagoniste, t'introduis l'un des deux. Et qui t'y introduit après? Le second. Si tu commences par l'antagoniste, t'introduis le prota. Si tu commences par le prota, t'introduis l'anta. Et bah qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait un film où dès le début, ton spectateur, il sait qui c'est. Merde quoi, t'es en mode ok vas-y j'y vais quoi. Et de toute façon tu peux le regarder tous les films, ils font comme ça. Hein. Parce que qui a envie de découvrir son personnage au bout d'une heure et demie de film? Clairement Ouais, pas. clairement. Et c'est le genre de film où tu te dis Hit, c'est tellement bien foutu que c'est un cas d'école. C'est un cas Ah, c'est d'école, clairement à l'école, oui, c'est oui. un cas d'école où tu te dis ok, tu sais pas comment on écrit un film, tu regardes Hit, tu le mates pour une première fois, tu kiffes, tu te branles, et ensuite de ça tu le mates une seconde fois plus tard, pas tout de suite parce que c'est un truc qu'il faut digérer, et tu regardes Hit plusieurs semaines, voire un mois plus tard, et tu le regardes, et vas-y, tu t'amuses à écrire chaque séquence. Et tu regardes, voilà, pas obligé une par une, hein, évidemment, mais tu regardes, voilà, grosso modo, ta introduction, péripéties, objectifs, bref, ça. Et tu remarques que le film, il est super bien écrit et qu'il est en bloc. Et que certes, sur le papier, tu te dis, ah ouais, c'est un film où c'est un peu classique. Putain, c'est classique, oui, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tout ce qui va avec. Et on vient d'en parler. C'est-à-dire, l'acteur, le jeu d'acteur qui juste font le film, fait le film. Pour ce cas-là, ça peut être tout hein, pour les films. Tu peux avoir un film culte où c'est pas les acteurs qui vont faire le film, c'est plutôt le scénario, ou juste les décors, ou les effets spéciaux, ou la mise en scène. Et clairement, là, lui, ce film-là, Hit, en plus de ça, ben, ce fou de Michel Homme, il t'a foutu déjà un film qui est simple parce que les personnages ils tiennent sur un putain de post-it, Ouais. que t'es des blocs qui sont hyper bien foutus, qui se superposent et qui à la fin font une tour hyper solide, et à côté de ça il te fait bon je vais te faire une belle lumière, je vais te faire allez je te fais les beaux plans aussi, allez vas-y je te fous les bons acteurs, et à la fin tu fais bah, oui bien sûr que le film fonctionne. Ah oui, le mec il s'est fait une petite recette des familles tranquille, il a mis tout ce qu'il voulait et ça a donné un des meilleurs plats que j'ai jamais goûté de ma vie. Voilà exactement, et tu regardes Miami Vice, tu regardes le dernier Mohican, tu regardes ça, c'est Faut que je vois bien Vice d'ailleurs. c'est la même tambouille. Ah oui, oui, Le clairement. Oui, gars, il t'a fait ça. En fait, je te dis, attention, c'est gros ce que je vais dire, mais tous les films de Michael Mann se ressemblent. oui, mais oui, c'est normal. Ah oui, tout Et à fait. après, on peut dire que tout le cinéma se ressemble, mais on part sur un autre débat. Mais tous les films de Michael Mann se ressemblent, mais le gars a juste pris la base. Je vais, Simplicité, bordel. Et le je gars, vais, bah, il t'a ouvert à une. Ouais, bref, c'est fou. Vas-y. je vais reprendre une phrase que j'avais entendue. Alors c'est incroyable parce que je vais reprendre une phrase, je sais plus qui l'a dit et je sais plus à propos de qui c'était, mais c'est pas grave. Pour la coller à Michael Mann, et ça va très bien. En fait, mater un film de Michael Mann,
Toi, t'étais tombé sur Twitter sur une phrase qui disait que le meilleur Michael Mann, c'est toujours le dernier que t'as vu. Oui, c'est ça. Ce qui est très vrai. Moi, je vais dire, mater un film de Michael Mann, c'est un peu comme si t'avais un mec devant toi qui te montrait son énorme bite et qui te la foutait dans les yeux pendant 2 heures. C'est vraiment un mec qui te dit, regarde mes couilles comment elles sont grosses. Ça, c'est un film, ça, c'est mater un film de Michael Mann. C'est juste un mec qui va dire, regarde mes couilles comment elles sont grosses, regarde ma bite comment elle est grosse. Voilà. Et Voilà. peu importe ton orientation sexuelle, hein, tu Ah oui, aimeras. tu vas aimer, tu vas aimer. Tu vas en redemander. Hein. Parce que franchement, qui va dire qu'il aime pas Hit? Après, Je attention, pense, je pense je que pense que oui, il y a des gens, mais je pense que les. Après, je peux comprendre très bien que tu n'aimes pas Hit, mais je pense que ce sera clairement sur. Voilà, t'aimes pas tout ce qui est cambriolage, flic, police, enfin, film de police, ou film d'enquête, ou film de chasse à l'homme. T'aimes pas ça parce que c'est pas ta cam, ça peut arriver, et en vrai, oui, si tu n'aimes pas ça, Hit ne sera pas du tout ta cam. Ouais. Mais clairement, une personne qui n'aime pas peut dire pour des raisons logiques qu'il n'aime pas, mais s'il te dit je n'aime pas parce que c'est mal filmé, tout ça, là, tu peux officiellement le bifler. Parce que Dire non. que dire qu'un film de Michael Mann est objectivement mauvais, c'est comme dire qu'Alpha One ne sait pas rapper, ça mérite des claques. Tu fais tac. Exactement. C'est que tu peux ne pas aimer parce que c'est pas ta cam, évidemment. Mais dire que c'est mauvais, genre c'est mal fait, ça c'est juste être de mauvaise foi. Il y a des films Ouais, il y a des films qu'on aime tous, mais enfin non, qu'on aime, il y a des films qu'on n'aime pas dans notre vie, mais qu'on peut pas dire que c'est mauvais. ouais Moi, c'est ça, ouais. clairement, j'en parlais juste avant avec le bon labo très truand. Je parlais de 2001 le l'espace. Clairement, j'ai pas trouvé que c'était incroyablissime, Ouais. mais je ne peux pas empêcher de dire que pour l'époque, c'est dingue et Ah c'est oui. fou ce que Kubrick a fait. C'est incroyablement vrai. Attends, je reste avec Kubrick. Je n'aime pas Shining. Moi j'adore Shining, moi. J'adore Mais je ne Shining. peux pas dire que le film est mauvais dans sa façon, dans son ambiance, dans sa caméra, dans son jeu d'acteur. Je ne peux Ouais. pas dire ça. Le film est bon, mais je n'aime pas parce que j'ai jamais été friand de films d'horreur déjà, même juste de films d'ambiance comme ça épouvante. Et clairement, c'est juste que ça me plaît pas dans l'ambiance et dans l'histoire que ça raconte. Je suis pas fan. Mais clairement, est-ce que je peux dire que le film est mal filmé, est mal filmé? Non. Est-ce qu'il a un Non. mauvais rythme? Non. Est-ce qu'il est mal joué? Pas du tout. Est-ce que l'ambiance n'est pas bonne? Putain, que si elle est bonne, parce que même moi je le ressens, l'hôtel est dingue et c'est super bien foutu. J'espère qu'on n'entend pas trop ma machine à laver. Si, 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 t'inquiète, t'es en putain un câble là, je l'entends. Ouais, elle vient de s'allumer là. Mais clairement, je ne peux pas. Donc dire qu'un film de Michael Mann est mauvais parce que le jeu d'acteur est mauvais, ferme ta gueule. Parce que tu peux pas le dire. Ouais, clairement. C'est Ça juste, mérite des claques, c'est ça. juste que tu n'aimes pas et que tu. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire, bah ouais, j'aime pas le jeu d'acteur d'Al Pacino. Bah ok, je peux l'accepter parce que c'est hyper subjectif un jeu d'acteur. Oui. Et surtout, ça c'est un autre débat. Ça dépend de ton mood entièrement. C'est que si t'es pas prêt à voir du Al Pacino, eh ben tu vas pas être dedans. Et en vrai, si t'es prêt à voir du Al Pacino, tu vas juste te branler et tu vas manger ton sperme parce que c'est super bon. Non, mais T'es trop clairement, Hit, bête. c'est. Je suis si Trop drôle. bête et trop drôle, quoi. Waouh. Non, mais Hit, y a pas grand chose à dire. Faut mater ce film. Ouais, Faut faut mater mater ce ce film. film et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène, t'es scotché à ton siège parce que le film fonctionne. Il t'emmène et 2h50, tu les vois pas passer. Ça, c'est dingue. C'est vraiment Ça, dingue, c'est tu vrai. les vois pas passer. Ça, c'est vrai, ouais. Et je dis que j'ai finissé sur le seul point négatif du film, et c'est un point négatif en fait, qui moi se relie à plein d'autres films des années 90. C'est cette envie de créer une histoire d'amour. Attention, elle marche bien pour le film, mais qu'en fait, j'arrive pas à y croire parce que ça fait que 2 fois qu'ils se voient et ils sont déjà fous amoureux l'un de l'autre. Moi, j'ai aucun problème à y croire, personnellement. C'est Ça, ça, c'est ça. En fait, chez ça c'est moi, ça hyper marchait, ouais. subjectif, tu vois. Et donc, Chez du moi, chez coup, moi, ça moi, marchait. parce que du coup, je suis pas quelqu'un qui croit au coup de foudre, tu vois. Et en fait, Ouais, ça dépend de ouais, toutes ouais. les croyances des gens. Donc, en vrai, si toi, le film est parfait, moi, le film est déjà parfait. Et le seul truc que j'arrive à trouver, c'est un truc subjectif où t'es en mode, ben ouais, c'est juste que je trouvais que voilà, ils se sont vus 2 fois à l'écran, ils ont fait 2 fois amour, et maintenant c'est bon, ils veulent partir en Nouvelle-Zélande. Et du coup, moi, je n'y crois pas. Mais le film est quand même extrêmement bon parce que à la fin, c'est quand même déchirant. Oui. Et sans spoiler évidemment ce qui se passe, hein. Mais c'est quand même déchirant parce que tout est bon et que je suis pas assez con pour me dire c'est ça donc je vais pas aimer tout le film. Non, non, ça c'est débile ça. Mais clairement, et attention, si je n'ai, comme j'ai dit à Quentin quand on est sorti du film, si je n'ai que ça comme point négatif, c'est que le film mérite amplement la note qu'il a. C'est Elle est con. de l'or en barre. Je l'ai déjà dit, c'est de l'or en barre. C'est extrêmement bien foutu. Ah non, c'est vraiment trop bien foutu. Bah, je pense Eh, qu'on je va voulais, s'arrêter là, hein. ouais, moi je voulais juste terminer Vas-y, sur, vas-y. sur un truc. Je voulais revenir sur l'appartement de Robert De Niro. Mhm. Parce que tu as tout à fait raison en disant que
c'est en visitant, on connaît quelqu'un en visitant son appart. Mm. Et apparemment, toi, tu dis que le mien, il est dégueulasse, c'est pas propre. Alors je t'emmerde. Oui, oui, le tien. Bah, mec, le mien, c'est pareil. Hein. Je t'emmerde. Mais le Ça mien, se c'est dit pareil. pas. Ça se dit pas. Ça m'a fait mal au cœur. Non, je m'en fous. Mais je voulais dire parce que ça m'a fait rigoler. Je fais, ah, l'enculé là. Ah, le petit con là. On peut pas le cacher, ça. Hein. Désolé. Hein. Non, on peut pas le cacher. Putain, qu'est-ce qu'ils sont dégueux nos apparts. Oh Oh putain. là. Moi, tu sais pourquoi le mien il est dégueu pour plein de raisons. Et il y en a une, parce il y en a plein. Hein, des raisons. La première, c'est que je suis un flemmard aussi, hein, faut avouer. Donc il y a plein de raisons. Mais il y en a une, c'est, il fait 22 mètres carrés, hein, j'en ai rien à branler. Hein. Je nettoierai quand j'aurai un vrai appart. Hein. Commencez pas à croire que c'est pas parce que j'ai une cage à poules que je vais nettoyer, j'en ai rien à foutre. En Hein. vrai, Robert De Niro, il met pas de meubles parce qu'il a pas envie de nettoyer. Hein. Ouais, ça, Clairement, c'est ouais, bien plus simple de passer à serpillière dans son appartement de 200 mètres carrés vide. ouais, je Bah voilà, je crois que c'est bon, on a finito. Hein. Ouais, on a finito. Finito pipo. Des bisous YouTube et merci Quentin d'être venu sur ce live. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Toujours un grand plaisir d'être sur twitch.tv/les planches. Hein. Waouh, bien joué. Merci.